Bon, écoutez, bonjour à tous. Merci de votre participation et de votre présence. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre du Salon de l'immobilier pour la 3e année consécutive pour vous parler de rénovation énergétique. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est devenu central dans le marché du logement et de l'immobilier. Et l'idée de cette conférence qu'on fait maintenant depuis 3 ans avec nos experts, c'est de vous donner toutes les clés pour réussir votre opération. Donc on parlera bien évidemment de diagnostic, puisque tout part de là. Donc on aura Hervé Vincent et Patrick Akaya qui nous présenteront un petit peu toute la partie diagnostic. Il y en a 2 essentiellement qui comptent pour la partie habitation. C'est le DPE, le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique, et l'audit énergétique. Donc on fera un petit focus sur ces 2 diagnostics. Et puis ensuite, on parlera de projets, de rénovation. Et là, je passerai la parole à Nicolas Pichot, qui est chargé de mission chez Rénovation 42. On verra comment on peut optimiser un programme de rénovation énergétique. Une fois qu'on a acquis son bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles subventions on peut aller chercher. Et vous verrez qu'il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Et puis on finira cette année, on ne le fait pas chaque année, mais cette année, la loi de finances, ça ne vous a pas échappé, a été votée assez tard. Et il y a quelques mesures qui sont plutôt sympas pour l'immobilier. Donc je vous les présenterai en fin de présentation. Vous verrez que c'est plutôt intéressant pour des gens qui sont primo-accédants, pour des gens qui veulent acheter dans le neuf. Il y a des mesures incitatives qui sont plutôt sympas. Donc on va vous faire une présentation avec des supports. Donc on aura une séquence questions tout à l'heure à la fin de la réunion. Donc l'idée c'est qu'on déroule un petit peu la présentation et puis après on répondra à toutes vos interrogations. Hervé, tu es prêt? Merci François, merci pour cette introduction. Donc nous on va développer effectivement la partie étude de performance énergétique qui va se décliner donc sous deux choses principales. Le diagnostic de performance énergétique et l'audit énergétique. Alors, excusez-moi pour la petite présentation, mais je vais en profiter, je vais faire un peu de pédagogie aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de monde de l'immobilier, donc il y a 2 ou 3 trucs que j'aimerais dire par rapport à ça, et puis pour le grand public, de toute façon, ça vous intéressera également. Vous nous retrouvez un peu plus loin, ça c'est pas trop le problème. Donc, un petit focus sur les obligations de la loi climat et résilience. On traitera le DPE, l'audit, et puis on abordera plutôt succinctement, mais de façon assez détaillée quand même, le cas des audits, le cas des immeubles, d'habitation collective. Alors, la loi climat et résilience. J'ai repris un slide de Nicolas qui était très très bien fait, je te remercie. On va laisser tomber le passé, puisque le passé c'est le passé. On va s'attacher donc à ce qui se passe aujourd'hui, au 1er janvier 2025. Donc vous le savez tous, la location est interdite pour les logements classés en G. Et la nouveauté sur la vente, c'est qu'on a besoin de présenter un audit énergétique lorsque le bien est classé en E. Je ne parle pas du F et G, puisque c'était déjà le cas depuis le 1er avril 2023. Le programme à venir, 2028, interdiction de louer des biens classés en F. Et 2034, branle-bas de combat, parce que là, l'audit énergétique pour la vente va être obligatoire pour les logements classés D, qui représentent plus de 50%, je pense, des DPE effectués aujourd'hui. Et location interdite pour les logements classés E. Le DPE, il fait partie de ce qu'on appelle, nous, le DTT. Je dis ça parce que même pour la profession de l'immobilier, on nous commande des DPE. Et en fait, il y a d'autres diagnostics qui sont obligatoires. Il n'y a pas que la performance énergétique. Le DPE, c'est vraiment la performance énergétique. Il ne faut pas oublier le reste, malheureusement. Je dis ça parce que nous, on arrive en bout de chaîne, la veille de la signature pour le notaire, et on nous appelle et on nous dit « Mais vous n'avez pas fait l'amiante, mais vous n'avez pas fait le plomb. Gna 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 gna. » Et on se retrouve comme des bébêtes. Donc voilà. Non, je dis, c'est un petit rappel simplement, ça fait partie d'un dossier qui s'appelle le dossier de diagnostic technique. Alors, évidemment, c'est obligatoire pour la vente ou la location. Pour les bailleurs qui ont fait de la location dans le temps, sachez que les diagnostics se sont alignés, que ce soit pour la location ou la vente, ce sont les mêmes diagnostics aujourd'hui qu'on réalise. Voilà. Il y a une petite différence sur l'amiante, on ne fait pas tout à fait les mêmes recherches de produits, mais grosso modo, retenez que c'est la même chose. Les dernières en date, c'est le diagnostic obligatoire pour la partie électricité et gaz qui date de 2017.
Alors, le DPE, comment ça se passe? Je le dirai un peu plus tard. C'est très important de préparer la venue du diagnostiqueur, de préparer un maximum de choses. Vous avez changé les fenêtres, vous avez renouvelé un système de chauffage, vous avez fait une isolation en particulier, on va avoir besoin des factures. Si on n'a pas les factures, malheureusement, on va avoir du mal. Alors, un système de chauffage, on va pouvoir se baser sur ce qu'on voit, on va faire de l'observation directe, mais sur des isolants qui sont plaqués, ça va être compliqué d'aller voir ce qu'il y a derrière le plaquage. Donc là, très important d'avoir les factures. Sinon, bah, le risque, c'est que le DPE soit dégradé. Ça, c'est un point hyper important. C'est vraiment produire toutes les factures des travaux qui ont été faits. Et on voit dans les DPE qu'on reçoit et qui sont des fois mal notés, c'est parce qu'on n'a pas transmis les bonnes pièces. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, c'est ce que j'indique ici. L'absence de données, on va prendre des valeurs par défaut et qui sont vraiment dépréciatives par rapport à la note. Donc en gros, c'est la moyenne basse française ou la date de construction du bien. Donc vous avez remplacé des fenêtres, imaginons, sur un bien qui a été construit avant 1949, par exemple. Vous remplacez des fenêtres en 1995, plutôt des bonnes fenêtres. Alors l'observation directe, on va quand même voir quand on est sur, par exemple, de fenêtres PVC, on va calculer la lame d'air, etc. Mais dans certains cas de figure, on va se baser sur la moyenne, donc on va partir sur un bien avant 1949. Et là, boum, on dégrade tout le DPE. Ouais, c'est plus la même chose. Ah, clairement. Donc très important d'avoir les données d'entrée. Comment se passe l'opération? Je l'ai mis, donc c'est de l'inspection visuelle. Hein. On se projette dans l'espace pour vérifier comment est constitué le cloisonnement, le plancher, le plafond, s'ils sont déperditifs, sur quoi ils donnent, est-ce qu'ils donnent sur l'extérieur, est-ce qu'ils donnent sur des parties communes, est-ce qu'ils donnent sur un garage, enfin tout ça c'est pris en compte. On relève les équipements, donc chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation, énergie renouvelable s'il y a énergie renouvelable. Et voilà. Et on fait, le maîtrise des linéaires, donc les ouvertures, très important, avec les masques scolaires. Alors, pas scolaires, pardon, les masques solaires. Donc c'est si vous avez un bâtiment ou un arbre qui est devant la fenêtre, ça c'est pris en compte dans la déperdition d'apport solaire, calorifique. Le DPE, donc, sachez que c'est un gros algorithme qui tourne à partir des données d'entrée qu'on lui a indiquées. Donc, d'où l'importance des données d'entrée. On rentre de bonnes données d'entrée, qui soient bien qualifiées. Une fois qu'on a fait ça, logiquement, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, le diagnostiqueur, on devrait trouver la même note. Alors, je mets on devrait, parce qu'il peut y avoir quelques légères différences. Mais ça joue à la marge. Ça joue à la marge, logiquement. Donc, c'est vraiment un calcul et il se base sur un scénario d'utilisation conventionnelle. Donc on ne prend pas en compte l'utilisation réelle du bien qui est faite, c'est-à-dire par exemple combien d'habitants sont dans le logement, combien de douches ils prennent par jour, etc. etc. Au bout d'un moment, l'État a décidé de se baser sur des valeurs moyennes qui sont édictées, c'est tout normé et voilà. Donc c'est un calcul et c'est pour ça que bien souvent, ça reflète, malheureusement, c'est un calcul théorique. Et dans la réalité, quand vous prenez vos factures de chauffage, vous dites qu'il y a un problème. M. Vincent, il m'a dit que j'allais dépenser 800 € à l'année et moi, je dépense à peine 500 €. Voilà. Donc, c'est la plupart du temps, ces questions-là qu'on a, on peut y répondre. Hein. N'hésitez pas à appeler le diagnostiqueur qui vous explique pourquoi, parce qu'on a la réponse. Mais sachez qu'elle est là, la réponse. Le document est quand même bien fait en termes de pédagogie, on fait bien ressortir les différents points. Tout à fait. Alors, pardon, je vais le répéter parce que c'est très important. Le DPE n'apprécie pas l'incertitude, donc les données d'entrée, je vais le marteler, mais c'est très important. Voilà. Alors l'audit, TESACO l'audit. L'audit, il va servir à déterminer les moyens de réduire la consommation d'énergie du bien. Voilà. Son principal objectif, c'est celui-là. On va distinguer deux types d'audits, bien que la tendance est vraiment à avoir qu'un seul document et une seule méthodologie. Mais pour la présentation et pour que vous compreniez bien, il y a deux cas de figure. Il y a l'avant-vente, donc vous allez vendre un bien qui a été classé
E, F ou G, vous allez avoir besoin d'un audit. Et il y a l'audit pour la rénovation. Et là, en gros, c'est dépenser moins pour dépenser mieux. On va vous expliquer, on va dérouler un plan de travaux. Patrick va revenir dessus. Moi, je vous parle simplement de l'audit avant-vente. Donc, à quoi il sert? Il sert à compléter le DPE et il propose plusieurs scénarios de travaux qui permettent d'améliorer la performance du logement. En gros, vous allez avoir des acquéreurs en face de vous et c'est de les informer sur quels sont les travaux à cibler en priorité pour avoir des gains d'énergie et des sauts de classe. Voilà, l'audit, il avance un peu plus dans le projet de rénovation. C'est ça, complètement. Le DPE, c'est un constat, et l'audit, on avance un petit peu sur les pistes. Voilà, on va vendre un bien classé E, par exemple. Ça peut être un peu repoussoir, hein. Et l'audit, il est là pour dire, attention, vous allez pouvoir atteindre du C ou du B si vous faites tel et tel travaux. Voilà, avec des scénarios en fonction de la note qu'on veut obtenir. Et avec un chiffre, une estimation des travaux, du montant des travaux. Voilà. Je crois qu'après c'est à toi, Patrick. Je laisse la parole, Patrick. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis auditeur énergétique et bureau d'études. J'accompagne beaucoup des propriétaires dans le cadre de soit d'achat, de vente aussi de biens, dans l'optique d'avoir une connaissance en long et en large de leur bâtiment pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la note énergétique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'audit parce que enfin, on place les thermiciens au cœur du sujet de la rénovation énergétique parce qu'on n'a pas du tout la même approche que pourrait avoir un artisan. Nous, on n'est pas là pour vendre spécialement un produit spécifique, on est plutôt là pour conseiller les propriétaires sur les différents scénarios qu'ils peuvent faire dans leur maison ou dans leur immeuble, dans l'optique d'aller viser une note énergétique la plus haute. L'audit énergétique, on entend surtout parler dans le cas des ventes, mais aussi par le dispositif d'accompagnement pour les propriétaires en quête d'une subvention et des aides éligibles à l'État. Beaucoup de propriétaires sont éligibles, que ce soit des propriétaires qui occupent leur logement suite à une acquisition ou au contraire depuis X années dans leur logement et qui ont un besoin réel d'améliorer leur confort. Donc l'idée en tant qu'entreprise agréée par l'État pour les accompagner dans leur projet de rénovation, on va dans un premier temps prendre contact avec le client, identifier leurs besoins, voir aussi en termes de revenus fiscal parce que bien sûr la première porte d'entrée pour orienter les clients au mieux, c'est de les informer sur les taux d'aide qu'ils peuvent percevoir en fonction de leur projet. Qu'on soit sur une maison, un immeuble en monopropriété, un projet de location sur un bien, voilà. On n'aura pas la même approche et aussi on n'aura pas les mêmes conseils pour les orienter sur les travaux et les subventions qui sont mobilisables. Après, sur la partie administrative, dans le cheminement d'un dossier, pour mener à bien un projet, on évite à ce que les propriétaires commencent les travaux avant qu'on passe. Parce que sinon, on ne peut pas identifier l'état existant de la chaudière qui était peut-être en mauvais état avant notre passage, ou voire même d'apprécier les parois à l'état initial qui pouvaient présenter des défauts structurels, voire même des remontées de capillarité. Voilà. On a vraiment besoin de voir le logement en état des lieux. Et après, l'idée, outre sur la partie technique, nous c'est vraiment d'accompagner le propriétaire sur le choix des travaux, le choix des artisans, de vérifier que tout soit conforme aux exigences de l'État sur l'aspect technique et aussi réglementaire. On a aussi aujourd'hui pas mal de propriétaires et plutôt de biens qui sont concernés par les dispositifs à l'échelle collective, sur l'habitat collectif, bien sûr. La copropriété. Les copropriétés, bien sûr. Qui sont, oui, il y a des copros et des monos qui sont concernés par ça. On se retrouve avec des obligations de l'État sur ce qu'on appelle les DPE collectifs, qui sont devenus une obligation au fur et à mesure. Plus les plans pluriannuels de travaux, ça je prendrai le temps de vous l'expliquer, mais pour faire simple, un PPPT aujourd'hui est un document qui est demandé auprès des syndics
sur leur copropriété, qui leur permet d'avoir un constat initial de leur bâtiment, qui touche principalement les parties communes. Donc on exige un rapport visuel des parties communes de l'immeuble, extérieur, des cheminements, de la toiture. On peut visiter certains logements des propriétaires pour aussi avoir des retours, des ressentis des copropriétaires de l'immeuble. Et après, derrière, nous, l'idée, c'est de faire des conseils pour maintenir la copropriété en bon état sur X années, à court, moyen et long terme. Et l'idéal absolu, c'est bien sûr de les accompagner sur une réflexion pour essayer d'améliorer, de rehausser le standing de l'immeuble. Alors ce qui est bien avec le PPT, c'est que pour les gens qui achètent un bien dans une copro, ils demandent le PPT et ils vont voir un petit peu quels sont les travaux qu'il va falloir envisager. Parce que souvent, on a des gens qui achètent un appartement dans une copro, 2 ans après, on vote un ravalement. Bon, ça peut être un peu douloureux quand vous venez d'emprunter pour l'achat. Là, le PPT, au moins, il permet d'avoir une vision à moyen terme. Oui. Donc ça, c'est un bel outil. Voilà. Donc sur le PPT, on ne va pas traiter que spécialement l'aspect thermique, on va parler aussi de l'aspect réglementaire, la structure, les normes de sécurité, les accès, voilà. On va vraiment toucher la globalité de tous ces critères. Et après, notamment la thématique aussi des audits énergétiques dans les copropriétés, où là, l'idée, c'est pour une copropriété qui a vraiment envie de se projeter sur un projet de rénovation énergétique, on va sonder les parois, les systèmes de chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, pour avoir un état des lieux, au même titre qu'un DPE, avoir une étiquette énergétique, et après, on va projeter des travaux pour essayer de gagner 15, 25, 35, 45% de gain d'énergie à l'échelle de la copropriété. Le gros intérêt de l'audit énergétique, c'est que derrière, dès qu'il y a un audit énergétique réalisé par un organisme qui est labellisé RGE, derrière, ça permet aussi à la copropriété d'aller chercher des aides et des subventions directement de l'État, que ce soit MaPrimeRénov', et aussi des fois complémentaires à l'échelle locale. Vous pouvez avoir par exemple, nous ici, Saint-Étienne Métropole, qui peut participer en plus sur l'ensemble des travaux. Et le diagnostic technique global qui permet dans certains cas où on a un propriétaire qui est en monopropriété de son immeuble, qui va le vendre qu'une partie pour créer une copropriété, un DTG va être demandé et obligatoire pour la vente chez le notaire. Dans tout ça, c'est vrai que l'audit et le PPT, voilà, tous ces éléments-là, le DPE collectif, reste quand même un outil qui va permettre aux acheteurs, aux copropriétaires, d'avoir une ponctualité, une ponctuation dans le temps sur les investissements potentiels à réaliser, de surtout rentrer en vigueur sur la réglementation actuelle et de contribuer bien sûr à ce que l'État nous demande à tous de participer à la transition énergétique. Au niveau des exigences et des obligations sur les différents dispositifs, que ce soit sur le plan pluriannuel de travaux et sur les DPE collectifs, aujourd'hui on est déjà en 2025, mais pour rappel, ce sont des documents qui sont devenus obligatoires pour les copropriétés de plus de 200 lots en 2023. Le DPE collectif a suivi dans la foulée. Pour les copropriétés entre 50 et 200 lots en 2024 et pour les copropriétés de moins de 50 lots, ce qui représente aujourd'hui tout le reste, à partir de 2025. Donc c'est un document qui va être obligatoire aussi dans le cas d'une vente d'un logement. Quelqu'un qui vend son appartement dans un immeuble, s'il n'a pas réalisé le PPT, le jour de la vente, ça peut capoter devant le notaire. Alors, les notaires commencent à le demander de plus en plus maintenant. Alors c'est vrai que maintenant ça concerne toutes les copros. Jusqu'à présent c'était les plus importantes. Maintenant la plus petite copro doit faire son PPT. Ouais, tout le monde est concerné. C'est généralisé. Qu'on soit en syndic bénévole ou aussi professionnel, ce sont des documents qui restent obligatoires. Et à savoir qu'on peut avoir des demandes, nous on le voit sur les interventions, dans nos missions, on peut nous demander de réaliser un PPT et de dissocier le DPE collectif. C'est dommage parce que nous, dans notre rapport, on en a besoin du DPE pour avoir un IALUS et un chapitre concernant la rénovation énergétique. Vu qu'on n'est pas là pour faire une étude thermique,
on se base quand même sur les données qui sont réalisées par le diagnostiqueur en quête d'amélioration thermique. Le DPE collectif, en quoi ça consiste? Un peu au même titre que sur les logements individuels, on va essayer de pouvoir évaluer la consommation énergétique de la globalité du bâtiment, la disparité qu'on peut retrouver sur les différents logements dans la même copropriété, qu'on soit très bien isolé au rez-de-chaussée et des logements passoires au dernier étage. C'est vraiment la globalité de la copropriété qui est analysée par échantillonnage en visitant un certain nombre de logements à minima dans la globalité de la copro, ce qui nous permet de tirer un ratio de la totalité des systèmes de chauffage, de parois isolées ou non, de systèmes de ventilation recensés pour avoir une étiquette globale et précise sur la copropriété. Le DPE collectif, bien sûr, a un impact sur la rentabilité et l'attractivité de l'immeuble. Au même titre que sur les maisons, plus la note énergétique est haute. C'est un élément qui joue complètement dans le calcul du prix aujourd'hui. C'est ça. Et plus on a envie de le vendre cher parce qu'on a quelque chose qui est peu énergivore. Et à long terme, cela permet aussi la valeur patrimoniale de l'immeuble parce que voilà, on se retrouve dans un bien qui est énergétiquement parlant bien classé. Et on le voit aussi sur les études notariales que c'est ce qu'on appelle la valeur verte aujourd'hui à son petit pesant d'or. On peut se retrouver aussi sur des immeubles, de très beaux immeubles de bonne facture en centre-ville, avec des bâtiments en pierre d'époque, bossus par exemple, qui ont de très belles moulures, de très beaux balcons, avec une belle architecture, mais qui se retrouvent après un DPE collectif classé F ou G. Parce que vieille chaudière fuel, parce que les parois non isolées, et à l'intérieur on a de très belles moulures, à l'extérieur c'est pareil. Voilà. Oui, on a envie que tout le monde améliore la note énergétique de son logement, mais des fois on peut tomber sur des cas de figure très complexes, très compliqués, parce que en même temps il y a l'esthétique du bâtiment, on n'a pas envie d'abîmer le patrimoine immobilier, mais en même temps, s'il n'y a rien qui est calculé, qui est entrepris dans cette démarche sur l'amélioration énergétique, on peut se retrouver aussi sur des logements qui vont être compliqués à vendre derrière parce que la copro ne veut rien faire. Après, certes, il y aura un PPT, il y aura un DPE collectif, mais on peut aussi avoir un audit énergétique qui prévoit dans sa globalité des projets d'amélioration, des pistes pour permettre à la copropriété de viser une note énergétique plus haute. Mais sachant qu'il y a des technologies qui évoluent aussi beaucoup sur les façades en pierre, il y a des possibilités aussi d'isolation. Enfin bon, voilà, la technologie ainsi avance beaucoup. Heureusement, oui. Ouais. Donc voilà, on peut se retrouver avec des immeubles aussi classés F ou G dans certains cas de figure. PPT. Le PPT. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc le PPT, l'idée c'est d'avoir vraiment une grosse inspection sur toutes les parties communes de l'immeuble, que ce soit dans les cages d'escalier, les sous-sols, les chaufferies, la toiture, les greniers, les garages, les caves. On essaye vraiment de répertorier et d'avoir une analyse complète et surtout réglementaire, parce qu'on peut se retrouver des fois dans des chaufferies qui ne respectent pas les normes alors qu'ils ont été rénovés il n'y a pas très longtemps. On peut aussi avoir des copropriétés qui, bien sûr, on peut identifier des travaux qui ont été faits, mais pas spécialement dans les règles de l'art. Donc voilà, le PPT est vraiment là pour faire une analyse complète 360 degrés sur le bâtiment et essayer de recenser toutes les pistes d'amélioration, quantifiées, chiffrées, à court, moyen et long terme. En règle générale, on part sur des temporalités entre 5, 10 et 15 ans sur les projets d'amélioration de la copropriété. Et puis, oui, ça reste un outil d'aide à la décision qui est indéniable, parce que là, on a vraiment on sait à quoi s'attendre. On sait à quoi s'attendre sur les 5, 10, 15 prochaines années, que ce soit au niveau énergétique, structurel, la cage d'ascenseur. Voilà, c'est vraiment... Pour le syndic, c'est un super outil qui permet de prioriser un petit peu les choses, quoi, parce qu'on voit justement ce qu'il va falloir anticiper le plus possible et ce qui est un petit peu moins urgent, le mettre peut-être un peu plus loin dans le temps.
Exactement. Dans le PPT, donc voilà, on va retrouver l'estimation du coût des travaux. Ça va aussi avoir un impact sur la partie fonds de travaux, la partie plancher et plafond. Pour faire simple, si une copropriété avait voté un plancher de travaux pour maintenir sa copropriété en état à hauteur de 5 000 €, mais que nous on se rend compte suite au PPT que ça suffit pas et qu'il y a vraiment des choses à voter, des travaux à réaliser dans l'urgence, mise en conformité des balcons, installation des équipements de sécurité sur la toiture pour l'intervention des entreprises, et ben le plancher de travaux de la copro doit être rehaussé pour essayer de remplir à cette exigence-là. Et aussi sur la partie audit. Donc l'audit énergétique, lui, n'est pas obligatoire constamment sur chaque copropriété. Ça peut émaner d'un un besoin de la copro, et aussi suite à peut-être une réalisation d'une étude DPE collectif en complément du PPT. Mais l'audit énergétique, contrairement au PPT, on va partir pour faire vraiment vulgariser la chose. Le PPT, c'est un espèce de carnet de santé avec l'entretien à très long terme, mais l'audit énergétique, lui, vraiment, on va parler pur thermique. On est sur que sur la partie énergétique. Voilà. Effectivement. Là, on va identifier les pistes d'amélioration, les sources de déperdition, les équipements qui composent la copropriété, et derrière, d'avoir tout de suite des pistes d'amélioration pour que derrière, ça soit un outil qui soit présenté directement aux financeurs de l'État pour chercher à mobiliser des subventions à toute la copropriété, et aussi des fois individuellement à certains copropriétaires qui seraient dans le besoin d'entreprendre des travaux. Merci à tous les deux pour cette partie. Alors on a essayé d'être assez léger, mais bon, c'était suffisamment précis. Une chose que je ne vous ai pas dit en introduction, tous les supports qu'on vous présente aujourd'hui, on pourra vous les envoyer par mail. Il suffira de renseigner votre adresse mail sur un petit tableau qui est sur la table, et on vous enverra tous ces éléments pour que vous puissiez digérer ces infos, parce qu'il y avait pas mal de choses. Donc on a parlé du DPE, de l'audit, du PPT, donc tous les diagnostics maintenant vous les cernez à peu près. Nicolas, quand on a fait ces diags, qu'est-ce qu'on peut faire après en termes de travaux de rénovation énergétique? On va parler travaux et subventions, parce que c'est souvent le nerf de la guerre pour engager des travaux. Rapidement, moi je représente Rénovation 42. Rénovation 42, c'est le service public de la rénovation énergétique. On est là pour informer, sensibiliser, accompagner l'ensemble des propriétaires du département sur les questions d'énergie et de rénovation. Donc on est basé sur Saint-Étienne, Montbrison et Roanne, et puis tous les petits points bleus que vous voyez, c'est toutes les permanences délocalisées que l'on fait pour être au plus près des particuliers, pour pouvoir répondre à leurs questions le plus simplement possible. Notre rôle, lorsqu'on accompagne les ménages, donc on est vraiment en amont, le plus en amont possible, ça va être d'identifier les besoins du ménage par rapport à son projet de rénovation, apporter des renseignements techniques, quels sont les travaux qui seraient opportuns à réaliser sur la maison. On part déjà des détails initiaux. Ensuite, on va orienter vers les dispositifs d'aide les plus appropriés possibles, orienter vers les professionnels adéquats, qui ont les bonnes qualifications. Et on a des artisans, des maîtres d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études, et aider les particuliers à instruire les aides financières lorsqu'il y a des aides locales. Parce que tout le monde connaît maintenant, je pense, MaPrimeRénov', qui est l'aide au niveau national, mais on a aussi parfois des aides au niveau local. Je ne m'étends pas plus sur Rénovation 42. Le guichet, en tout cas, où il faut aller quand on a un projet. Voilà, je pense que c'est la première chose à connaître. C'est la première porte d'entrée. Exactement. Cette slide, j'y reviens pas parce qu'Hervé l'a présentée juste en amont. Elle a été piratée par Par contre, j'insiste sur une chose. Là, ce sont des dispositions nationales, des obligations nationales. Je vais revenir sur une obligation locale. Pour ça, je l'ai mis en aparté. Sur Saint-Étienne, on a ce qu'on appelle un plan de protection de l'atmosphère. Et on a un arrêté préfectoral qui, à partir du 1er avril prochain, alors c'est pas un poisson, hein, c'est le 1er avril, mais c'est une réalité, interdiction d'utiliser sur Saint-Étienne Métropole des foyers ouverts, donc les cheminées ouvertes, les inserts qui ne sont pas fermés.
vont être interdits à l'utilisation. Les petites soirées au coin du feu, c'est fini. Les soirées au coin du feu, c'est terminé. C'est derrière la vitre. Tout ça dans une optique d'améliorer la qualité de l'air, parce qu'on a identifié que le bois, avec le transport, les véhicules, étaient les principales sources d'émissions de particules dans l'atmosphère. Donc comme Saint-Étienne est quand même une agglomération importante, voilà, on a cette interdiction. Et puis en lien avec cette interdiction, si vous mettez en place un appareil bois, vous serez obligé d'installer un appareil très performant avec la qualification qu'on appelle flamme verte, qui qualifie les appareils les plus performants. Voilà, juste un petit zoom sur cette disposition parce qu'elle arrive très bientôt et je pense qu'elle n'est pas très connue. Il y a un volet sanctions derrière ça. Les sanctions. Il y a des sanctions, alors c'est un peu alambiqué, mais il y a des sanctions qui sont prévues effectivement. Vas-y. Alors, bon, je reviens là-dessus. L'objectif, c'est d'arriver d'ici à 2050 à avoir que des logements qui seraient classés A, B et C. Donc 2025, on a déjà sorti les G, donc l'interdiction de louer. Il y a les logements G depuis le 1er janvier. Le chantier est vaste. Ouais. Ça, c'est juste un zoom pour rappeler la répartition des étiquettes énergie sur les maisons sur Saint-Étienne Métropole. On se rend compte que 38% des maisons sont concernées par la passoire énergétique. Et puis on voit le D, Hervé en parlait tout à l'heure, 30% supplémentaires. Donc d'ici à 2034, pardon, c'est 68% des logements qui devront faire l'objet d'un audit énergétique à la vente. C'est énorme. Vous allez avoir du travail, messieurs, c'est bien. La valeur verte, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. En référence un logement classé D, et on va comparer le prix des logements équivalents s'ils sont mieux classés ou moins bien classés. Et on se rend compte que des passoires énergétiques, elles vont se vendre en moyenne 13% moins cher qu'un logement classé D, et un logement classé A ou B va se vendre en moyenne 9% plus cher. Donc les acheteurs aujourd'hui, ils sont attentifs à l'étiquette énergie avant d'acheter, et quand on achète une passoire énergétique, on va négocier plutôt à la baisse. C'est vrai qu'avant, le DPE, il n'y avait pas d'impact. On ne regardait pas trop, non. Là, on voit vraiment, on peut le mesurer. Alors, on va passer aux aides et aux travaux. Donc déjà, quels travaux de rénovation énergétique? Quand on parle de travaux, on va parler d'isolation, de changement de menuiserie, de ventilation, très important la ventilation pour garder un logement sain, de système de chauffage, et puis maintenant, on parle aussi des travaux d'adaptation par rapport au vieillissement. On va être un petit peu moins mobile avec l'âge et c'est vrai qu'on peut, en même temps que les travaux de rénovation énergétique, faire des travaux d'adaptation. On peut faire ces travaux étape par étape ou faire ces travaux tout en même temps. Et aujourd'hui, l'objectif de l'État, c'est plutôt d'aller sur de la rénovation globale, donc d'embarquer la totalité des travaux pour ne faire qu'une seule phase de travaux. C'est plus performant et toutes les aides financières vont dans ce sens. Sont optimisés, oui. Donc les avantages de la rénovation énergétique globale, très rapidement, on a des gains de confort en hiver, des gains de confort en été. Un bâtiment bien isolé, il va être 2 à 3 degrés moins chaud en été qu'un bâtiment qui ne sera pas isolé. Et vu les étés qu'on attend, ça peut être pas mal. Gain de consommation d'énergie et surtout stabilisation des charges d'énergie. Une valorisation du bien, parce qu'on l'a vu avec la valeur verte, un bien qui est bien isolé se vendra mieux et plus vite. Et puis une anticipation des réglementations, des obligations réglementaires. On l'a vu tout à l'heure, si on se rapproche du A, B ou C, on sera à peu près tranquille pour les années à venir. Au niveau des aides, une fois qu'on a choisi son scénario de travaux, il y a un certain nombre d'aides qui sont aujourd'hui très intéressantes. On n'a jamais connu des niveaux d'aide aussi importants qu'aujourd'hui. Donc qui sont éligibles à ces aides? Les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, mais également les copropriétés. Alors j'en parlerai pas ce soir des copropriétés, on va se figer sur l'habitat individuel, mais il y a aussi des dispositifs qui existent. On a des conditions de revenus, c'est-à-dire que l'État a séparé les Français en 4 catégories. Donc ça va de la catégorie très modeste, revenu intermédiaire et revenu supérieur. Et en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage, on va se situer dans une de ces 4 catégories. Et le principe des aides financières, c'est qu'elles sont inversement proportionnelles aux revenus. Donc plus vous vous situez sur la partie gauche, plus les aides
vont être importantes. Et lorsqu'on a des gros revenus, les aides vont être un petit peu moins importantes, mais elles existent quand même. Donc les aides financières, il y en a. On a le taux de TVA réduit à 5,5%, MaPrimeRénov' pour les travaux de rénovation énergétique, MaPrimeAdapt' pour les travaux d'adaptation à la perte d'autonomie, les certificats d'économie d'énergie, des aides locales, des prêts à taux zéro. On a d'autres dispositifs qui existent également. On a un guide, le guide des aides financières 2005. C'est un document qui fait 68 pages. Donc si on veut parler de toutes les aides, je ne l'ai pas amené ici le guide, hein, mais... On fait le week-end complet. On fait le week-end complet, voilà. Donc plutôt que de dérouler l'ensemble du guide, ce que je vous propose ce soir, c'est de passer sur un exemple. Un exemple d'une maison un petit peu lambda, et voir un petit peu ce que ça peut donner de faire une rénovation globale sur cette maison. Donc le parcours, hein, la personne va se renseigner, va se faire accompagner, va aller faire son audit énergétique, etc., etc. Mais je passe tout de suite sur l'exemple, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc c'est monsieur et madame Durand qui ont acheté une maison des années 70. Chauffage fuel, alors on l'a vu dans une des premières diapos, le chauffage fuel, si la chaudière elle tombe en panne, on ne peut plus la remplacer. On est obligé de passer sur une autre énergie. Cheminée bois, on l'a vu aussi, hein, 1er avril, terminé. Les doubles vitrages ont été changés en 2010. La toiture a été isolée en 2018 avec une opération à 1 € à l'époque. Par contre, les murs ne sont pas isolés et la ventilation, elle est naturelle mais plutôt absente. Voilà. Étiquette G. Sanction. C'est une passoire énergétique. Et donc on est dans le cas de figure, c'est une famille, donc il y a 2 adultes, 2 enfants, avec un revenu fiscal de référence, donc les revenus qui sont pris en compte, de 55 000 €. Donc ça correspond à une famille qui est en catégorie dite de revenus intermédiaires. Donc j'ai volontairement pas pris la catégorie la plus modeste pour montrer quelque chose dans la moyenne. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a identifié que le projet était éligible à ce qu'on appelle la rénovation accompagnée ou la rénovation globale. Donc une subvention de MaPrimeRénov' importante, sous condition de passer par ce qu'on appelle l'accompagnateur Rénov'. Donc c'est un prestataire qui va accompagner le particulier tout au long du parcours et qu'on pourra vous orienter vers ce type de prestataire. Les travaux envisagés sur cette maison, donc c'est isolation des murs par l'extérieur, isolation des planchers bas, donc le plafond du sous-sol, une pompe à chaleur pour le chauffage, parce que la maison était trop loin du réseau gaz pour pouvoir envisager le gaz, et puis le fuel plus possible. Un poêle à granulés pour garder le côté... la petite flambée du week-end. Et puis une ventilation, parce que indispensable. Et ça permet de passer, alors non pas on était en G, on passe en C avec ces travaux. En termes de prix, alors la personne a été voir des artisans RGE, donc la qualification qui est indispensable pour aller chercher les aides. On est sur un budget de travaux, donc TVA 5,5 parce que ce sont des travaux de rénovation énergétique. Budget de travaux, un petit peu moins de 60 000 €, plus la prestation de l'accompagnateur Rénov', qui était dans ce cas de figure à 3 000 €. Donc ça fait un projet ambitieux, hein, à 62 000 €, mais qui permet quand même de revoir la maison dans son ensemble. Alors maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Les aides. Alors les aides, combien ça coûte? Combien ça coûte? 62 000 €. Les aides, MaPrimeRénov', rénovation globale, on va avoir une subvention de 50%, parce qu'on a 4 sauts de classe énergie, plus 10% parce qu'on sort le bâtiment de la passoire énergétique. On était en G et on passe en C. Plus on a 40% de subvention sur la mission de l'accompagnateur Rénov'. Total. Ça va déjà mieux. C'est un bon début. 34 000 €, un peu plus de 34 000 € de subvention de MaPrimeRénov'. On est sur Saint-Étienne Métropole. On enlève une cheminée bois polluante pour la remplacer par un poêle à bois. Et Saint-Étienne Métropole a un dispositif pour aider ces remplacements d'appareils anciens, d'appareils bois anciens. Donc 1 500 € de subvention pour passer sur le poêle performant, plus de 1 000 € parce que Saint-Étienne Métropole se dit, si en plus des travaux de chauffage, on isole, on donne un petit bonus.
Donc 3 500 € de Saint-Étienne Métropole, en plus de l'aide de MaPrimeRénov'. Total, donc 62 400 moins 38 000, on a un reste à charge de 24 000 € par rapport aux 62 000 de départ, ça va quand même assez mieux. On est déjà pas mal. Et pour finir, on a un éco-PTZ, un éco-prêt à taux zéro, qui va permettre de financer ce reste à charge. Donc sur 10 ans, ça correspondrait à 135 € mensuels pour une maison qui est... c'est plus la même maison à la sortie. C'est bien d'avoir un exemple voilà. chiffré. Ça montre vraiment voilà, quand même tous les avantages qu'on peut aller chercher. Je vous ai quand même fait l'exercice. Si vous étiez en public très modeste, ou intermédiaire, on l'a vu, ou élevé. Et donc voilà les restes à charge en fait en fonction des catégories de revenus. Donc on se rend compte que si vous étiez en catégorie modeste, le reste à charge il est de moins de 10 000 €. Ouais, sur un départ de 60 000. Sur un départ de 60 000. Et même les publics qui ont les revenus les plus aisés, il y a quand même une subvention de 22 000 € qui peut être mobilisée. Donc quand même très intéressant. Alors Monsieur Durand qui prête ses sous quand même, il se dit et si je faisais juste l'isolation par l'extérieur, parce que ça le fait un peu peur ce chiffre-là. Alors s'il fait juste l'isolation de ces façades, son coût ça va être à peu près 30 000 €, et puis là on se rend compte que les subventions, juste avec un poste de travaux, le château de cartes il s'écroule, et les subventions sont quand même bien moins intéressantes. Et globalement, si je reprends mon public intermédiaire, le reste à charge, il est quasiment équivalent qu'il fasse la totale ou juste un poste de travaux. Donc le calcul est assez vite fait. Le calcul peut être assez vite fait. Quelques points d'attention pour finir avant de se lancer dans un projet de rénovation comme ça. Alors venir nous voir déjà pour avoir les premières informations. Ouais. Bien passer par des artisans qui ont la qualification RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc ces artisans qui ont les bonnes qualifications pour faire ces travaux. Les aides, les demandes d'aide doivent être formalisées avant de commencer les travaux. Tous les jours, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant « j'ai fait des travaux, à quoi j'ai droit ?» C'est un petit peu tard. Il faut contractualiser les aides avant de réaliser ces travaux. Il existe des règles de cumul et d'écrêtement d'aide. Aujourd'hui, c'est assez souple, mais c'est vrai que parfois, il y a des cumuls à ne pas dépasser. Les aides sont généralement versées après la réalisation des travaux. Donc là aussi, il y a besoin quand même de prévoir sa trésorerie, soit avec des prêts intermédiaires, pour pouvoir avancer les travaux, pour pouvoir payer ses artisans avant de toucher la subvention. Les artisans ne sont pas là pour faire la banque. Et attention au démarchage. Aujourd'hui, on a beaucoup de démarchage vu les aides financières qui existent. Si on vous démarche, c'est qu'on a quelque chose à gagner quelque part. Donc, privilégier les artisans locaux et RGE pour faire des travaux de bonne qualité. Et l'accompagnement de Rénovaction. Et l'accompagnement de Rénovaction. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de la présentation. J'ai mis le lien pour ceux qui dorment pas bien la nuit, qui veulent lire le guide des aides financières 2025. On demandera à Philippe de nous faire un petit résumé. Vous pourrez le retrouver facilement. Et donc je rappelle, Rénovation 42 avec nos 3 sites, 11 conseillers qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Nicolas. Je vais prendre la zapette juste alors pour finir un petit peu Juste un petit mot. Alors les délais. Quand on monte un dossier d'aide. Non, vaste question. On vit dans un monde. C'est comme le fût du canon, ça demande un certain temps pour. Oui, non, je dis ça parce que on vit dans un monde de l'immédiateté. Nous, les diagnostiqueurs, je le disais tout à l'heure, c'est le jour pour le lendemain. Il ne faut pas s'attendre à ce que les aides soient instruites du jour pour le lendemain. Déjà, le dossier, il se prépare, ça prend un certain temps. Il faut récupérer ses devis, il faut faire l'audit énergétique, etc. En gros, c'est quoi le délai moyen d'un dossier? On est entre le moment où on se décide et le moment où on a l'accord de subvention, il faut compter entre 3 et 4 mois à peu près. Après, il y a des cas de figure. Et puis il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué pour la dame. Ok. On termine cette petite présentation avec la loi de finances que je vous disais qui est arrivée tardivement cette année. Donc on l'a attendue, elle est arrivée. Et plutôt des bonnes nouvelles en ce qui concerne l'immobilier. Donc il y en a 4 que j'ai retenues et que je vais vous présenter.
La première, je ne vais pas trop vite, ça concerne les DMTO. Alors c'est ce qu'on appelle vulgairement, et ils n'aiment pas ça du tout, les notaires, les droits de notaire, quand on fait une acquisition immobilière. Et là, on a des mesures particulières qui vont s'appliquer à partir du 1er avril et jusqu'au 31 mars. Les départements auront possibilité, alors ça c'est plutôt pas une bonne nouvelle, mais c'est limité dans le temps, d'augmenter la part départementale de 4,5 à 5. Donc pour le département de la Loire, c'est fait, puisqu'on a reçu les délibérations la semaine dernière. Donc à partir du 1er avril, cette mesure s'appliquera sur notre département. Par contre, elle ne concernera pas les primo-accédants, donc ceux qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des 2 dernières années, n'auront pas cette hausse des DMTO. Et puis, alors, c'est une possibilité aussi que donne la loi de finances au département, possibilité de voter un taux réduit ou même de d'exonérer complètement les primo-accédants. Donc effectivement, c'est une mesure qui est très incitative, qui n'a pas été retenue encore pour le département de la Loire, mais peut-être, voilà, si il y a un lobbying assez fort, ça peut être une mesure importante pour relancer l'acquisition. Donc, première nouvelle, DMTO, droit de mutation à titre onéreux. Deuxième sujet, on revient un petit peu sur ce que nous ont présenté nos amis, c'est la rénovation énergétique et l'achat immobilier. Donc ça, c'est une mesure qui est très importante. L'exonération des donations pour l'acquisition ou la rénovation énergétique de la résidence principale. Donc ça, c'est une mesure qui va s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026 avec des plafonds qui sont quand même assez élevés, c'est-à-dire qu'on pourra avoir jusqu'à 100 000 euros, donner jusqu'à 100 000 euros à une personne, et un donataire, donc celui qui reçoit, pourra recevoir jusqu'à 300 000 euros. Alors il faut avoir de la famille qui est un petit peu aisée, mais en tout cas, c'est un vrai coup de pouce pour aider ses enfants, ses petits-enfants, à faire une acquisition ou à mener un projet ambitieux de rénovation énergétique. Bon, les engagements, bien évidemment, c'est de procéder à ces travaux de rénovation, acheter la résidence à titre de résidence principale. Alors ça peut être la sienne ou celle d'un locataire, donc ça aussi c'est important. Il faut que le bien qui est concerné soit la résidence principale de l'occupant. Et puis la conservation du bien, au moins pendant 5 ans, pour bénéficier de cet avantage. Donc ça, c'est un vrai coup de pouce. Donc c'est une mesure qui n'était pas forcément attendue par les professionnels de l'immobilier, et c'est une très bonne nouvelle. Le prêt à taux zéro, là aussi, bonne nouvelle, il y avait des contraintes, il y avait des zonages dans le prêt à taux zéro. Donc à partir du 1er avril, plus de zonage. Donc tous les secteurs de France et de Navarre sont concernés par le prêt à taux zéro. Donc ça aussi, c'est un vrai plus. Il concerne l'acquisition de logements neufs, individuels et collectifs. Parce que jusqu'à présent, on avait sorti les maisons individuelles, on les remet dans le PTZ. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc qui sera applicable dès le 1er avril. 1er avril, il y a beaucoup de choses. Et qui se perdurera, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2027. Donc ça, c'est des mesures qui vont plutôt dans le bon sens. Et puis une dernière mesure, si vous êtes investisseur, propriétaire bailleur et que vous étiez dans le dispositif Locavantage, donc vous avez signé en gros une convention avec l'ANA qui vous permet d'avoir des abattements sur vos revenus fonciers, et bien ce dispositif est prorogé pendant 3 ans. Là aussi, il y avait quelques inquiétudes sur la conservation du Locavantage, donc ça a été confirmé par la loi de finances, donc ça veut dire que encore pendant 3 ans, on pourra bénéficier de ces avantages. Donc voilà ces 4 mesures qui vont plutôt dans le bon sens. On a une ministre du Logement qui a fait savoir cette semaine qu'elle mettait sur la table une étude sur le statut du bailleur privé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Nous, les syndicats professionnels de l'immobilier, la FNAIM et l'UNIS. Donc le projet est lancé. L'idée, c'est d'avoir des propositions avant l'été. Donc ça va aller relativement vite, mais on sent que enfin, l'immobilier revient un petit peu au cœur des préoccupations politiques, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années. Donc pour nous tous, c'est plutôt favorable dans le contexte en plus actuel. Voilà, juste pour terminer cette présentation, un petit coup de pub pour les rencontres de l'immobilier. Donc ça, c'est l'UNIS qui organise ça chaque année.
Donc ça se tiendra le 3 avril au Centre des Congrès de Saint-Étienne. Si vous souhaitez participer, j'ai des invitations, vous pourrez les récupérer. Et on fait une soirée, ce qui est intéressant, il y a un village de partenaires de l'ULIS qui est présent toute la journée. Et puis à partir de 17h30, on a une réunion plénière avec des sujets qui concernent l'immobilier. Donc cette année, on parle effectivement des 60 ans de la loi de la copropriété, de la loi de 65. Donc on va mettre à l'honneur le métier de syndic de copro. On parle du marché de l'immobilier dans la Loire, transaction et location. Et puis tout ce qui est actualité, voilà, on en a eu quelques-unes ce soir. Donc on aura aussi ce sujet-là qui sera repris donc, pour ces rencontres. Donc c'est le 3 avril 2025 au Centre des Congrès de Saint-Étienne.